Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va concerner l'axe 1 du thème 5, cet axe 1 qui est intitulé Pouvoir et religion, des liens historiques traditionnels. Donc la problématique est la suivante: quelles interactions entretiennent le pouvoir religieux et le pouvoir politique au Moyen Âge? Alors avant de rentrer dans les détails de cet axe 1 avec le premier jalon, qui concerne le couronnement de Charlemagne, quelques rappels du programme de seconde, et notamment du thème 1, empreinte de l'Antiquité et du Moyen Âge dans le monde méditerranéen, pour évidemment replacer ce couronnement moyenâgeux, donc du 9e siècle, enfin de la fin du 8e siècle, dans un contexte que vous connaissez, ou du moins que vous devriez connaître. Donc, je rappelle les persécutions des chrétiens dans l'Empire romain, notamment au début du IVe siècle, avec les persécutions de Dioclétien, oui, de Dioclétien, tout à fait. Les grands ensembles civilisationnels que vous aviez vus à l'époque, avec moi pour la plupart, donc avec le monde byzantin, le monde musulman et la chrétienté occidentale, ces trois ensembles qui avaient à la fois des contacts pacifiques à travers les échanges économiques et des contacts plus violents avec notamment l'exemple des croisades. Et puis ces trois ensembles qui finalement n'en étaient que deux puisqu'on avait un bloc chrétien avec les byzantins orthodoxes d'un côté et les chrétiens romains de l'autre face à l'ennemi musulman, l'ennemi de l'islam. Et puis, enfin, la persistance de la circulation de ces biens, de ces hommes et de ces idées dans un espace méditerranéen qui était lui-même relié à l'Europe du Nord, à l'Asie et à l'Afrique, faisant de lui un véritable carrefour. Ces liens étant posés, on peut rentrer directement donc dans le cœur de notre jalon 1, qui est le pape et l'empereur, deux figures de pouvoir, le couronnement de Charlemagne. Alors vous avez à l'écran une chronologie qui vous permet de partir donc de l'édit de Milan, qui faisait de la chrétienté une religion, la religion autorisée dans l'Empire, jusqu'à 814, la mort de Charlemagne. Et vous pouvez donc voir ici, hein, avec la souris, 800, donc la date qui nous intéresse ici, hein, le couronnement de Charlemagne comme empereur d'Occident. Alors, à travers ce sacre de Charlemagne de l'an 800, donc, on va afficher une, une illustration de ce sacre, voilà, que vous avez à l'écran. Donc, à travers ce sacre, nous pouvons mettre en évidence la fonction des cérémonies, des rituels politiques, au-delà même de la pompe, du décorum, du décor. Les symboles qui sont mobilisés, par exemple ici la couronne, les gestes qui sont esquissés, les paroles qui sont prononcées, manifestent en effet une conception des pouvoirs et une théorie des rapports entre le pouvoir spirituel ecclésiastique et le pouvoir temporel séculier. Alors la question sous-jacente est celle de la légitimité relative et de la hiérarchie des pouvoirs. D'abord, la légitimité que l'on voit ici de l'empereur, est-ce qu'elle vient directement de Dieu? Auquel cas, eh bien, le clergé, représenté évidemment par le pape, n'a qu'un rôle de confirmation symbolique de cette élection divine. Ou alors, c'est le clergé, représenté ici par le pape, qui est la légitimité de l'empereur, et que ce dernier n'est qu'un intermédiaire entre les laïcs et la divinité. Alors, on ne peut pas répondre à cette question sans contextualiser précisément cette cérémonie. Elle ne tombe pas du ciel, afin de déterminer le rapport de force qu'il y a entre les acteurs en présence. À cet égard, il est vraiment important d'insister sur l'ambiguïté de cette cérémonie de l'an 800, dans la mesure où cette cérémonie est sujette à interprétation. On peut le mieux le comprendre quand on voit comment les sources ont été construites, hein, les sources qui la relatent. Alors, évidemment, ces éléments, hein, on en parle maintenant parce que dans le travail qui sera à faire lorsque vous reviendrez en présentiel lors de la semaine du 7 au 11, vous travaillerez sur cette cérémonie et notamment et surtout sur les sources, et vous verrez qu'évidemment les sources divergent selon leur origine, et vous comprendrez mieux cette idée donc d'interprétation des sources. Alors, quelques éléments principaux sur le sacre en lui-même durant le Haut Moyen-Âge. Ce que signifie ce sacre? Alors, il faut bien distinguer le couronnement, qui est un rite laïque, non religieux,
et le sacre, qui est une cérémonie religieuse qui peut s'accompagner d'une onction, hein, avec l'origine du fameux Saint-Crème. Le sacre n'est pas une spécificité carolingienne, donc propre à Charlemagne et à ses descendants. Il y a des sacres dans l'Espagne visigothique dès le VIe siècle. Dès le VIe siècle, pardon. Mais le sacre de 800 est une innovation parce que c'est un sacre impérial. Mais il y avait eu d'autres sacres royaux bien avant celui de Charlemagne, dans la dynastie des Pipinides, hein, celle dont il est issu. Donc, par exemple, en 751, Pépin le Bref, sacré roi des Francs par un évêque dans la basilique Saint-Médard de Soissons. Et puis, comme on peut le voir sur cette illustration, le renouvellement du sacre de Pépin le Bref en 754 et de ses deux fils Charlemagne donc, et Carloman, sacré roi des Francs par le pape Étienne II dans la basilique de Saint-Denis. Enfin, quelques éléments de contexte pour saisir les enjeux du sacre de l'an 800. C'est tout d'abord la faiblesse du pape, qui est menacé en Italie du Nord et à Rome par les Lombards et par les grands nobles romains, l'aristocratie romaine, et à l'inverse, la force militaire de Charlemagne, qui se pose en protecteur de l'Église et en successeur des empereurs romains, notamment ceux du IVe siècle et du début du Ve siècle. Donc voilà quelques éléments de réflexion pour mieux appréhender le travail que vous ferez sur la fiche que je vous donnerai à travailler lundi 7 et mercredi 9 juin, pour ceux qui seront parmi nous. Donc, où vous travaillerez sur les antécédents du couronnement impérial, qu'on vient un peu d'évoquer, sur le couronnement lui-même à travers un travail sur 4 sources différentes, et je vous répartirai en différents groupes, comme ça chaque source se trouvera prise en charge par un groupe différent. Et puis, un bilan sur ces sources pour comprendre pourquoi elles sont si diverses et comment l'explique-t-on. Un excellent travail d'étude historique, justement, hein, de croisement des sources, un vrai travail d'historien. Donc, voilà pour ce mercredi. Donc, faites preuve de sérieux, notamment pour ceux qui vont poursuivre la spécialité HGGSP l'année prochaine en terminale. Et pour les autres, écoutez, je vous laisse avec votre conscience. Voilà, j'espère que tout cela a été clair et je vous dis à très bientôt.